Salut, 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 salut. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas bien. Je suis super contente aujourd'hui de te retrouver après 2 mois, il me semble. Je saurais même pas te dire exactement. Après un long moment sans avoir pu filmer de vidéo. Je crois que la dernière vidéo c'était avec ma copine et ça devait être les dernières vacances scolaires. Et là c'est de nouveau les vacances scolaires, mais du coup 2 mois après quoi. Bref, je vais pas te résumer mes gros tunnels avec les cours, les stages, la vie de manière générale. Et là aujourd'hui on revient avec on parle de psycho. On parle de psychologie. Parce que si tu ne le sais pas, je suis en Master 2, donc en dernière année d'études de psycho. Je fais un Master développement, éducation et formation. En gros, et parcours handicap. Ouais, ça fait beaucoup de mots. En gros, nos cours sont focalisés principalement sur le handicap, les développements atypiques ou neuroatypiques, l'accompagnement des personnes, principalement des enfants et adolescents. Mais perso, je fais un stage en EHPAD, tu vois, donc c'est vachement vaste. Et si tu t'y connais un tout petit peu en psycho, notre approche est intégrative. Donc ça veut dire qu'on utilise plusieurs approches. Il y a du bon dans toutes les approches et du moins bon. Voilà, donc tout ça pour dire, c'est pour ça que j'ai cette catégorie de vidéos que j'adore faire et que tu aimes bien aussi apparemment, qui s'appelle On parle de psycho, donc une vidéo, un thème. Et aujourd'hui on va parler de troubles du neurodéveloppement. Alors qu'est-ce que c'est? Donc peut-être que tu connais mieux le mot TND, qui est l'acronyme. Si tu me vois regarder là, j'ai des notes parce que je suis pas un ordinateur non plus. C'est des infos que je connais, mais au moins j'ai organisé pour pas oublier des choses. Pourquoi ce thème? Parce que du coup, comme je t'ai dit dans mon master, on parle beaucoup de développement, qu'il soit typique ou atypique. Les troubles du neurodéveloppement, donc si tu as un développement atypique, pour te la faire courte, pour revoir si tu veux suivre cette vidéo, après je l'aurais mis dans le titre. Par exemple, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les 10, les troubles du développement intellectuel et j'en passe plein d'autres. Là, ceux que je t'ai cités, c'est ceux qu'on va voir dans cette vidéo, à peu près dans cet ordre-ci en plus. Je vais te donner quelques infos et puis après je vais laisser la parole aller où elle veut aller, selon mon esprit aujourd'hui. C'est pas un cours cette vidéo, c'est juste quelques infos, comme ça te fait un peu de culture et ça fait un peu de réflexion et voilà. Ok, on va commencer. Alors, tout d'abord, les TND. Je prends des petits triggers en même temps. Les TND, c'est pas je vais essayer de pas débunk, mais faire un peu avec les idées reçues que j'entends des fois sur Insta ou quoi. C'est pas un trait de personnalité, c'est pas un trait de caractère. C'est vraiment une particularité du fonctionnement du cerveau. Donc si tu as un trouble du spectre de l'autisme, tu es né avec un trouble du spectre de l'autisme. Ça va pas se développer selon des fréquentations ou je ne sais quoi. Souvent ça peut être confondu avec le moment du diagnostic ou le moment de la découverte parce que on s'en rend pas compte à la naissance, c'est pas inscrit forcément, ça se voit pas physiquement ou avec une prise de sang. Mais c'est bien un fonctionnement du cerveau qui est différent des personnes dites. Donc les personnes, la majorité des personnes, je déteste le mot normal mais c'est pour que tu comprennes, les personnes qui n'ont pas de TND, on dit qu'elles sont neurotypiques. Et du coup les personnes qui en ont un, on dit qu'ils sont neuroatypiques.
atypiques. Voilà. Ça concerne environ un enfant sur 6. Alors je te dis un enfant, mais c'est une personne sur 6, mais c'est parce que les premiers signes, ça c'est un critère diagnostique, les premiers signes doivent être présents dès le développement, donc dès le plus jeune âge de l'enfant. Tu as trouble du neuro, donc le cerveau, développement pendant l'enfance en gros. Voilà, durant la petite enfance. Et c'est important de préciser aussi que les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement, 50% d'entre elles en ont au moins 2. En fait, ça peut être souvent associé. On dirait en médecine, on parlerait de comorbidité, mais c'est un mot un peu lourd, donc on peut dire des troubles associés. Des troubles associés. De manière générale, on peut retrouver du coup des difficultés dans l'acquisition et l'exécution de fonctions. Alors là, je vais te faire un truc très large parce que je te parle des TND de manière générale. Fonctions intellectuelles, motrices, donc la motricité de manière générale, quoi, la motricité. Les sens, donc les 5 sens, dans les comportements et dans le social. Les causes des troubles du neurodéveloppement sont variées. On retrouve principalement la génétique. C'est pour ça que je te dis qu'on est avec un TND ou plusieurs ou pas. Mais c'est très important de préciser qu'il n'y a pas un seul gène qui cause l'autisme par exemple, qui donne comme conséquence l'autisme. C'est une multitude, je sais pas de nombre, mais de gènes, et les recherches sont encore actuellement là-dessus. En fait, c'est encore très peu connu, les gènes, mais il y en a énormément. Il peut y avoir aussi des causes infectieuses, de traumatisme, d'exposition à des substances toxiques pendant la grossesse par exemple. L'alcool, les drogues, mais c'est minime, c'est surtout génétique. Après, selon l'environnement dans lequel on grandit et on vit, les signes, les symptômes, j'aime pas trop, mais les symptômes vont plus ou moins se développer, vont plus ou moins être visibles, vont plus ou moins être adaptés, enfin on va plus ou moins s'adapter selon énormément de choses en fait, l'endroit où on grandit, les conditions sociales, l'environnement de manière générale quoi. Un trouble du neurodéveloppement, ça ne définit pas une personne, c'est important de le préciser. On ne dit pas d'une personne qu'elle est autiste, on dit qu'elle est porteuse d'un trouble du spectre de l'autisme, et j'y viendrai après. Par exemple, c'est comme tout en fait, c'est comme l'orientation sexuelle, c'est comme le genre, les origines de quelqu'un, ça définit pas la personne en fait. Donc son handicap non plus, parce que les troubles du neurodéveloppement sont des handicaps. Ça fait partie d'elle, et avec des aménagements et un environnement bienveillant, la personne peut s'épanouir comme une personne neurotypique. Alors je vais te parler un petit peu plus du trouble du spectre de l'autisme, donc TSA. Si un jour j'aurais pensé dire ça comme trigger. Donc l'autisme, qu'autrefois on appelait Asperger, mais que ça ne se dit plus du tout, c'est dépassé. Pour plein de raisons, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en gros, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Ça concerne environ 1% des adultes. 1% des adultes, 1%. Mais alors les chiffres que je vais te donner, c'est toujours à prendre avec des petites pincettes. Parce que y a énormément de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Il y a énormément de personnes aussi qui peuvent être diagnostiquées à tort. C'est très délicat et c'est encore des sujets... Pardon, je voyais un mouchon. C'est encore des sujets un peu délicats. On en parle que depuis quelques petites décennies dans nos sociétés. Voilà. Alors on dit qu'il y a environ 4 garçons pour une fille qui a un TSA. Ça, c'est les chiffres si tu recherches sur internet de manière officielle. Mais cette
commencer parce que les filles, je vais prendre des exemples, mais les filles le cachent beaucoup plus. Les petites filles, mais même les femmes. Mais là, je te parlais des enfants, comme ça apparaît dès l'enfance. Les filles le cachent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que, par exemple, une fille, c'est l'exemple qu'on nous a pris en cours et que je trouve qui est très parlant. Une petite fille qui va être fan de poneys, de chevaux, je suis sûre que tu en as connu une ou plusieurs, ou que tu es toi-même fan de chevaux. Ça veut pas dire qu'elle est autiste, attention, qu'elle porte un trouble du spectre de l'autisme, mais qui a un intérêt restreint, on dit, je t'expliquerai plus tard, qui est fan de poneys, de cheval, de chevaux, enfin de son cheval, que je voulais dire. Et bah ça passe mieux dans notre société où une fille qui est fan de poupées, de Barbie, mais plus, hein, vraiment pas juste bien aimée comme tout le monde. Ça passe plus qu'un petit garçon qui va être fan des transports en commun, tu vois, des trams, des trains. On va plus le pointer du doigt. Pareil pour les troubles du comportement chez les garçons, on va plus faire attention. Parce que souvent ça se représente plus par de fortes agitations, des crises très visibles, qui prennent de la place. C'est une généralité. Alors que chez les filles, ça va plus être un repli. Donc être très petite, timide, calme. Donc ça va pas poser de problème en fait. Donc on va pas le repérer, on va pas chercher à diagnostiquer parce qu'on s'en fiche. Malheureusement. Mais du coup, donc c'est ce qu'on appelle aussi le camouflage social. Les filles savent mieux le cacher et mettre un masque en société, sauf que malheureusement ça entraîne un grand taux de dépression, de mal-être, de fatigue, parce que c'est faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que 4 garçons pour une fille, c'est dans les chiffres, parce que les garçons sont beaucoup plus diagnostiqués, mais je suis sûre que dans quelques années ce chiffre sera revu. Je pense que ça doit être autant de filles que de garçons. Je vois pas pourquoi ça serait différemment. Enfin, l'avenir nous le dira, mais voilà. Alors en parlant de diagnostic, pour être diagnostiqué d'un trouble du spectre de l'autisme, il y a 2 grands critères. Alors ce ne sont pas les psychologues qui le font, mais les psychiatres. Ça c'est bon pour tous les diagnostics, hein. Les psychologues ne diagnostiquent jamais. Un psychologue qui va vous diagnostiquer, c'est pas un bon psychologue, parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Il peut donner un avis diagnostique, mais ce sera toujours un psychiatre, parce que c'est un médecin. Les psychologues ne sont pas médecins, qui pourra donner vraiment le diagnostic. Mais bref, il y a 2 critères. Donc tout d'abord les comportements et intérêts restreints et répétitifs. Donc comme je t'ai dit, par exemple les intérêts restreints, alors là on parle d'un spectre de l'autisme, c'est parce que chaque personne est différente. Il y a des traits communs qui sont valables pour le diagnostic, mais ça va être plus ou moins visible selon les personnes. C'est pas bon pour toutes les personnes qui ont un TSA et voilà, mais c'est de manière générale. Donc à prendre avec des pincettes évidemment. Et il y a des personnes qui ont des traits autistiques mais qui ne sont pas porteuses de TSA. Donc c'est pareil, il ne faut pas non plus diagnostiquer à tout va. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Bref, les intérêts restreints, c'est l'exemple que je te prenais tout à l'heure. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler d'une personne fan, mais plus de train. Et on dit que cette personne est TSA. Enfin, pas un TSA. Ça peut toucher tout et n'importe quoi, les intérêts restreints. Ça peut être un dessin animé, enfin c'est vraiment, voilà. Mais si la personne va tout connaître là-dessus, va vraiment être collectionneur, collectionneuse, va vraiment surkiffer, quoi. Et après dans les comportements répétitifs, souvent c'est pour s'auto-réguler au niveau du stress ou des sensations. Ça peut être ce qu'on appelle les stéréotypies, donc des mouvements répétés, par exemple les personnes qui vont se balancer, tu vois, balancer leur corps, souvent leurs jambes, ou avoir des mimiques répétées au niveau des mains, peut-être des gestes. Bref, je pense qu'il y en a autant qui existent qu'il y a de personnes qui ont des TSA avec des comportements répétitifs. Voilà. Et le deuxième critère,
tout ce qui est au niveau social et communication. Mais ça c'est pareil, c'est super vaste parce que tu peux avoir des personnes qui ont des TSA qui vont être non oralisantes, on dit plus non verbales, donc ils vont pas parler, mais qui vont utiliser d'autres supports pour communiquer comme des pictogrammes, des gestes. Et t'as des personnes qui vont parler comme je le fais actuellement en fait. Ça dépend du degré du TND, de plein de choses, de l'éducation, de la société dans laquelle il ou elle est. Mais dans tous les cas, il y aura quand même des comportements, enfin dans tous les cas, dans la grande majorité, en tout cas pour ce critère diagnostic, il y aura des particularités au niveau social. Et on entend souvent parler des personnes qui regardent pas dans les yeux, qui détournent le regard, les grosses anxiétés sociales aussi, mais voilà. En tout cas, pour avoir un diagnostic, il faut que ce soit une accumulation de plusieurs de ces critères. C'est pas juste parce que quelqu'un te regarde pas dans les yeux quand il te parle qu'il est autiste, tu vois. Pas du tout. Peut-être, mais ça suffit pas à dire ça. Voilà. Je pourrais t'en parler des heures, mais voilà. Et je voulais te recommander la série Atypical qui est sur Netflix. Je crois que c'est une série Netflix, donc je pense qu'elle y est encore. La série Atypical. Je te laisse regarder par toi-même parce que je vais pas m'étaler plus que ça. Et la télé-réalité, je pense, en tout cas, enfin, c'est une série, mais c'est des vraies personnes quoi. Love on the Spectrum, ou en français Histoire d'amour et d'autisme. Je pleure à tous les épisodes pratiquement tellement c'est mignon. C'est des personnes qui ont des TSA qui recherchent l'amour. C'est incroyable, c'est sur Netflix aussi. Et là il y a une nouvelle saison qui vient de sortir. Je vois que je parle beaucoup. Je pense que je vais dire brièvement pour les 10 et la déficience intellectuelle. Et après on va parler un peu plus, comme là je viens de le faire, du trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Parce que c'est les troubles dont on entend le plus parler et je trouvais ça important de quand même en parler un peu plus sérieusement que ce qu'on peut entendre des fois sur les réseaux. De préciser certaines choses, tout ça. Alors, les 10 DYS, tu connais sûrement la dyslexie. La dyslexie. On en a un peu tous entendu parler à l'école, au collège ou quoi. On a tous connu quelqu'un qui était dyslexique, ou peut-être que tu l'es. Parce que ça concerne quand même pas mal de personnes. Donc ça, la dyslexie, c'est des difficultés à la lecture et au niveau de l'orthographe. Mais il y a énormément de dys, je vais juste les citer, malheureusement j'ai pas beaucoup de temps. Comme la dyscalculie, c'est au niveau, au moment où on compte et au niveau des calculs qu'il y a des difficultés cette fois-ci. La dysorthographie, au niveau des mots à l'écrit et des règles de grammaire par exemple. La dysphasie, c'est au niveau du langage, donc que ce soit à l'expression ou à la compréhension du langage. La dyspraxie, ça c'est au niveau des gestes, avec les mains ou avec le corps. Ils ont des difficultés à coordonner les gestes et les mouvements. Et la dysgraphie, cette fois c'est au niveau plus vraiment de l'écriture, au niveau du tracé, donc du geste graphique, voilà. Et on parle souvent de multidys parce que ça n'empêche pas une personne d'avoir une dysphasie, une dyspraxie. C'est souvent même associé, comme je te l'ai dit, pas forcément ces deux-là, mais de manière générale, tu vois. Et donc ces troubles, ils sont souvent tous mis sur le dos de la dyslexie. Et souvent des mauvais diagnostics, des erreurs diagnostiques, et ça fait qu'il y a des grosses difficultés au niveau scolaire ou même après adulte. Et qui sont de mieux en mieux, mais qui étaient souvent mal prises en charge. Et souvent le traitement, entre guillemets, on ne guérit pas, on a un DND, on l'aura toute notre vie, ça c'est important aussi de le dire. Mais on peut avoir des stratégies d'adaptation et des aménagements pour mieux vivre. Et les 10 souvent c'est avec des orthophonistes, principalement. Ensuite, les déficiences intellectuelles, autrement dit les
je vais juste le citer comme quoi ça concerne 1% des adultes. Ça peut être associé à d'autres handicaps. On connaît souvent la trisomie 21. Mais ça peut être un trouble en tant que tel, une déficience intellectuelle. On peut naître avec une déficience intellectuelle. Et c'est comme ça en fait. Donc voilà. Ça touche 1% des adultes. 1%. Ensuite le TDAH. Gros sujet aussi sur les réseaux celui-là. On entend beaucoup parler. C'est pas mal. Et en même temps, faut faire attention à ce qu'on lit. Ah bah, je pense que n'importe qui, si on ouvre Insta, on cherche des DH, on regarde des posts, on va tous et toutes se dire mais en fait je le suis. Attention. Pas forcément. Comme je vous l'ai dit, il faut que les signes soient là depuis la petite enfance et puis il y a des critères diagnostiques très précis, des tests très précis pour savoir si on l'est réellement ou pas. Après il faut voir l'intérêt du diagnostic derrière. À quoi vous servira le diagnostic? Est-ce que c'est pour avoir des aménagements, un suivi? Bref, voilà. Donc le TDA, trouble du déficit de l'attention. Et le H, il n'est pas toujours là. C'est avec du coup ou sans H. Donc pour hyperactivité. Il y a 2% des adultes qui seraient porteurs de TDAH. Après, pareil, le diagnostic, peut-être que c'est sous-diagnostiqué ou sur-diagnostiqué, c'est toujours un peu les débats actuels. Les débats actuels, je pense que c'est plutôt sous-diagnostiqué, même s'il y a une recrudescence un peu de l'intérêt autour de ce trouble actuellement, enfin ces derniers mois, années. On retrouve plusieurs profils. Donc tu vois, il peut y avoir une prédominance hyperactive, impulsive. Donc avec une personne qui s'agite beaucoup au niveau du corps, au niveau de la motricité, des réponses précipitées. Quand la personne va parler, elle va pas forcément réfléchir avant de parler et de répondre. Il y a aussi une prédominance inattentive. Elle est souvent sous-diagnostiquée. On la voit pas beaucoup parce que justement il n'y a pas cette hyperactivité. Ça va plus être au niveau de la concentration, de l'organisation des idées, de la facilité ou pas à suivre une tâche. Cela on les diagnostique moins parce qu'on se dit qu'une personne est TDAH, souvent on dit ça quand on voit quelqu'un de speed. Physiquement ça se voit, c'est facile, entre guillemets, si on fait pas de conclusion hâtive. Alors que quand c'est plus au niveau dans la tête, la personne elle va souffrir mais ça va pas forcément se voir donc c'est plus compliqué. Et puis il y a un profil mixte avec les deux que je viens de te citer. Voilà. En vrai, cette vidéo, je la trouve importante parce que de manière générale, il y a plein d'autres TND dont je n'ai pas parlé. Mais je trouve que c'est important de dire que une personne a beau avoir un TND, donc un trouble du neurodéveloppement, que ce soit autisme, TDAH, DI, dyslexie, dyspraxie, bref, tout ça, peu importe. En fait, ça reste une personne. On s'est pas écrit sur son front et c'est même encore limite. Si tu vois quelqu'un dans ton travail, dans tes études, au quotidien, et tu sais que cette personne a un TND, il faut savoir que cette personne a énormément de courage parce que on a beau être en France, il y a beau avoir beaucoup de choses qui se font de plus en plus. C'est super dur au quotidien. Ces personnes sont souvent très à risque de dépression, de grosse fatigue, encore plus vraiment, mais même physiquement, et mentalement, et beaucoup plus de difficultés à faire des gestes qui paraissent faciles pour des personnes neurotypiques. Ça va les fatiguer beaucoup plus, ça va être beaucoup plus stressant, beaucoup plus dur. Du coup, ces personnes-là, de manière générale, ont tout mon respect. Quand je vois des personnes qui travaillent dans des milieux dits ordinaires, franchement, je trouve ça incroyable, la force que ces personnes ont. Et je trouve que c'est important de le souligner. Après, toutes les personnes de manière générale qui osent faire des choses qui sont compliquées pour elles. Mais voilà, je trouve que c'est important de ne pas les stigmatiser, de se rendre compte que ces personnes peuvent totalement s'épanouir et vivre une vie normale. Mais on ne part pas tous avec les mêmes facilités ou difficultés au départ. Et c'est le cas pour les TND comme pour plein d'autres handicaps.
intéressant quand même d'aborder, même si c'est bref. Ça fait déjà une demi-heure que je parle, d'aborder ces petits sujets. En tout cas, n'hésite pas si ça t'a fait venir des questions en tête, des débats ou quoi. J'y répondrai avec plaisir en commentaire. J'espère que tu auras appris